Salut, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons amorcer avec la deuxième partie de la formation sur les microservices et c'est que nous allons voir ce que c'est qu'un circuit breaker. Dans le direct que nous avons fait la fois passée, nous avons implémenté deux microservices. Nous avons créé un service customer et un service account qui faisaient partie, qui sont ce qu'on appelle deux services fonctionnels, donc deux services métiers. Comme les services métiers sont des services qui sont capables de résoudre un problème métier, d'accord? Donc, et nous avons également créé deux services techniques que je vais lancer là vite fait pour aller un peu plus vite. Donc, je vais juste dupliquer. Ce que je vais lancer ici, je vais lancer mon Eureka. Donc, pour lancer Eureka, je vais vite faire, je vais quelque là, je vais taper, c'est le port 80. Et quoi, c'est 87. Désolé, je mets tout 6. 97, 61, si je ne me trompe pas. Voilà donc Eureka qui marche plutôt bien, d'accord. Donc je vais lancer également ma gateway. Donc au niveau de ma gateway, je vais faire un localhost au niveau d'ici, oui, localhost, et je vais lancer comme ceci. Voilà ma gateway qui récupère les éléments, d'accord. Donc quand vous développez un microservice, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord développer un service métier, faire les tests, le test unitaire et que tout marche bien. Vous développez ensuite le deuxième microservice et vous faites ces tests à part et tout marche également bien. Et si vous avez fini avec ce qu'on appelle les services métiers, vous pouvez donc amorcer donc avec les services techniques ou ce qu'on appelle les H microservices comme Eureka et l'API Gateway. Donc Eureka, son rôle c'est quoi? Comme j'ai expliqué dans la vidéo passée, Eureka est ce qu'on appelle un Discovery Service et Registry Services. Donc il joue deux rôles. Bon, je vais commencer à expliquer un peu le Registry Services. Le Registry Services, c'est pourquoi? Parce que quand un service démarre, par exemple, le service Customer ou Account, il va venir au niveau de Eureka, faire une requête HTTP, une requête REST au niveau de Eureka, donner donc son nom, qui est Account Service ou bien Customer Services. Quand il va donner son nom, et il va également donner son adresse IP et son port. D'accord? Donc, vous allez voir son adresse IP et voilà son port. Voilà l'adresse IP de Customer Services et voilà également son port. Vous voyez qu'ils ont la même adresse IP et ils ont des ports différents parce qu'ils tournent sur la même machine et je suis connecté à Internet. D'accord? Donc, ça marche plutôt bien. Tout est nickel. La gateway également s'enregistre, doit démarrer et s'enregistrer également au niveau de notre microservice. Il a donné son adresse IP, son nom et voilà son port. Là, c'est la partie Registry Service. Chaque microservice qui démarre passe en enregistrer au sein de Eureka. Maintenant, le rôle des Discovery Services, c'est quoi? Quand peut-être vous faites une requête au niveau des accounts, quand vous voulez récupérer dans account la liste des comptes, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez passer le nom du microservice dans l'URL que vous l'appelez. Vous passez le rôle du microservice parce que la gateway joue le rôle de ce qu'on appelle un serveur proxy, donc un reverse proxy. D'accord? Il joue le rôle de reverse proxy. Il va rédiger toutes les requêtes. Quand vous voulez donc appeler un microservice, pas besoin d'appeler le microservice directement à ce niveau. Vous passez uniquement vers la gateway parce que la gateway doit être le point d'entrée de votre application. Il faut toujours mettre ça en tête, les gars. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, si je veux peut-être changer, peut-être ici, là, si je vais peut-être appeler le Customer Services, c'est ici, là, je vais changer, là, je vais mettre Customer. Ici, là, je vais mettre Customer et les choses doivent marcher. Bon, ça marche pas parce que forcément j'ai raté quelque chose. J'ai mis quelque chose qui n'est pas vraiment ça. Customer Service. Customer. Non. Si je vérifie bien l'URL, je vais me rendre compte que, ah oui, d'accord, ça ne pourrait pas marcher parce que ici, j'avais défini juste la partie qui permettait de récupérer une seule instance. Donc, voilà ça qui marche plutôt bien. Donc, c'est nickel, les gars. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, quand j'appelle peut-être, quand j'ai d'abord appelé, je vais retourner à ce que j'avais. Quand j'ai appelé, non, c'est pas ça, reviens là. Au niveau d'ici, voilà. Si je mets là, account, oui, et désolé. Customer Service, Account Service, voilà. Si je relance Account Service,
doit aller faire une requête HTTP. Une requête reste au niveau des customer récupérés, dont le customer dans son ID est 52. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui va se passer si au moment d'appeler customer service 6 et que le service est éteint? D'accord, on va tester et voir ce que ça donne. Donc, tout ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'essayer d'arrêter le service. Donc, je vais venir au niveau des customer services. Je vais me dire que je vais arrêter ce service-là. Donc, je vais faire un stop au niveau de mon service et je vais revenir lancer mon URL. Voilà, il me dit qu'il y a internal server error et le statut c'est pas found. Donc, ça ne marche pas. Erreur 500. Ça ne marche pas. Je viens maintenant au niveau des tests, un service à part. Je dis, bon, ici au niveau de account service 6, je fais une requête, je lance. Il me dit toujours il y a erreur 500. Donc, ça veut dire que soit l'erreur au niveau de account service ou bien c'est au niveau des customer service. Je vais au niveau de customer service, je vais essayer de récupérer le customer avec l'ID 52. Je vais faire try out. Je dis là 52. Voilà, je relance. Il me dit que le corps, ça ne peut pas marcher puisque le serveur n'a même pas démarré. Le serveur n'est pas à jour. Donc, raison pour laquelle Sauvegarde dit qu'il y a une erreur au niveau du corps. Donc, ça ne marche pas. C'est là où le circuit breaker entre en jeu. Le circuit breaker va nous permettre de pouvoir donc gérer donc les erreurs. D'accord? Il va nous permettre de pouvoir gérer les erreurs. Donc, avant de partir même au niveau du circuit breaker, je vais un peu vous expliquer quelque chose ici là. Vous voyez ici là, quand j'ai mis Custom ID, essayez donc, si vous n'avez pas compris comment j'ai pu structurer ceci, essayez de regarder le direct que nous avons fait. C'est environ 3 heures de temps, mais cela montre quand même plusieurs trucs. Donc, j'ai expliqué tellement des choses là-bas. Vous avez vu, quand vous voulez faire les relations, des clés étrangères entre des microservices, d'accord, et que les tables ne sont pas dans les mêmes bases de données, vous ne pouvez pas utiliser les entités. Vous devez migrer la clé étrangère vous-même. Vous devez préciser la clé étrangère vous-même. Maintenant, au moment de vouloir ajouter ou bien de pouvoir récupérer, vous devez faire donc une requête pour pouvoir vérifier donc si cela existe bel et bien. Donc, c'est très important et c'est très important à comprendre ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que nous avons besoin d'une dépendance parce que quand on met le circuit breaker, quel est vraiment le rôle du circuit breaker? C'est de pouvoir rendre notre microservice résilient. Vous avez vu, le service custom ne marche pas, il a carrément affecté le service account. D'accord? Donc, je ne peux plus accéder au compte parce que custom ne marche pas et c'est pas bon. Vous voyez un peu, c'est très dangereux. Donc, on va pouvoir rendre notre service résilient. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais venir au niveau de mon POM XML dans l'application Account Services. Donc, je vais venir là dans POM XML. Je vais donc ajouter une dépendance qui va s'appeler Resilient4j, qui est ce qu'on appelle un circuit breaker. Donc, je vais cliquer là, je vais taper Resilient4j, ou bien vous pouvez toujours aller au niveau des des Spring Initializer, récupérer la dépendance et l'ajouter au sein de votre application. Donc, quand je vais faire ça, d'accord, si je scroll, vous allez vous rendre compte qu'il va l'ajouter juste en bas. Voilà donc circuit breaker Resilient4j. Donc, je vais sauvegarder. À votre niveau, sauvegarder et faites l'effort de synchroniser ça avec votre application. Il y a souvent une icône qui s'affiche là pour pouvoir synchroniser, ou bien vous pouvez recharger ça vous-même, ou bien vous pouvez faire Maven, Maven clean install package, un truc comme ça pour réinstaller dans les paquets, pour vous assurer que les dépendances ont bel et bien été installées. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir dans l'interface qui permet de pouvoir appeler le microservice. Donc, l'interface qui permet de pouvoir appeler le microservice, c'est Customer Client, qui est l'interface que j'avais définie avec Find Client. D'accord? Donc, si vous ne savez pas pourquoi j'ai mis ça, je vous invite de regarder la vidéo, le direct que nous avons fait. Là-bas, j'ai tellement expliqué les choses. Donc, je vais venir au niveau de la méthode. C'est cette méthode qui permet de pouvoir appeler dans le microservice customer en passant dans l'ID du customer ici dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? En haut ou en bas, donc je vais mettre en bas, je vais définir ce qu'on appelle un circuit breaker. Je vais dire circuit breaker qui va venir depuis Resilient4j circuit breaker, annotation circuit breaker. D'accord? Dans mon circuit breaker, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais donc préciser le nom de l'instance que je vais utiliser. D'accord? Je vais dire que je peux l'appeler Customer Service Circuit Breaker. Voilà le nom que je peux donner à mon instance. D'accord? Et vous donnez le nom que vous voulez.
Et en fonction de quelle instance vous voulez appeler, vous pouvez donc bien renommer ça. En renommant, vous allez facilement comprendre que ceci là permet d'appeler quelque chose qui est dans le service customer. Donc c'est un peu plus clair comme ceci là. Maintenant, dans la mesure où le microservice ici, le service account ne parvient pas à contacter le service customer, quelle est la valeur par défaut qui sera retournée? Je vais les donner par défaut qui sont renvoyés à l'utilisateur. Donc, je peux mettre là fallback, et dans ce fallback là, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre default customer ou bien get customer ID et fallback. Même ce nom-ci me va plutôt très bien et il est même très original. Donc voilà comment j'ai pu mettre en place le circuit breaker. Maintenant, comme j'ai dit que dans la mesure où il ne parvient pas à accéder au microservice, il peut donc utiliser ce qu'on appelle le fallback. Donc je dois donc définir la méthode fallback qui sera la méthode par défaut. Donc là, il m'a aidé à définir quelque chose qui est plutôt très cool. D'accord? Donc je peux mettre même le log là pour essayer de faire quelque chose. Ou bien je peux utiliser SLF4J. Je vais mettre SLF4J qui vient depuis SLL4J qui vient depuis Lombok. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ok. Donc il peut être utilisé uniquement sur les classes et sur les énormes. Donc là on s'en fout, on va dans le système print out. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc renvoyer une valeur par défaut. Étant donné que la valeur des retours c'est un customer, donc je peux initialiser donc un customer. Donc je vais donc instancier un customer. Et comme j'ai instancié un customer, je peux dire set ID. ID ici c'est l'ID qui sera passé ici automatiquement. Mais vous pouvez définir l'ID par défaut, peut-être 1, 2, 3, mais vous pouvez laisser l'ID de l'utilisateur qui sera appelé. Donc du customer qui sera appelé. Ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire set first name. Je peux l'appeler peut-être admin. Last name. Je peux toujours l'appeler admin. Email. Je peux dire admin @gmail.com. Voilà, ça me va plutôt bien. Et voilà ce qui sera défini par défaut. D'accord? Et au niveau du return, donc au lieu de retourner nul, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner dans le customer que j'ai instancié et rempli. Donc je viens de finir avec mon customer, mais si je pars donc tester, est-ce que ça va marcher? D'accord? Donc je vais sortir là. Je vais revenir, je me rassure donc que mon ID a rechargé. C'est bon, voilà ça qui a chargé. Le swap s'est bien passé. Donc, je vais venir au niveau d'ici. Je relance bien. Vous verrez donc que ici au niveau des accounts, je vais lancer account. Je lance account. Voilà, il me retourne dans la valeur par défaut. Voilà la valeur par défaut, les gars. C'est plutôt nickel, d'accord? C'est plutôt bien nice, c'est bien nice. Voilà la valeur par défaut qui est envoyée. Mais dans la mesure où ceci ne marche pas chez vous, il y a une configuration que vous pouvez faire. Et je pense même qu'il est important que je vous montre la configuration là. Donc, j'avais prévu m'arrêter à ce niveau-ci parce que vous avez quelque chose de résilient. Le service-ci est éteint. Le service custom est éteint. Si vous vous rappelez bien, c'est ça que nous avons mis. Si je viens ici changer, donc je viens dans Customer Client, je vais mettre admin peut-être. Je mets peut-être Joël là, @gmail pour faire la différence. Je vais sauvegarder. Je reviens. Je me rassure donc que mon serveur il a démarré. Oui, c'est bon. Il a reload. Je vais relancer. Voilà ça, c'est joël@gmail.com. Donc, ça, c'est la valeur par défaut qui sera envoyée. Donc, vous pouvez faire un test là pour dire que, bon, si l'email est égal à joël@gmail.com, ça veut dire que c'est la valeur par défaut. Vous renvoyez un message peut-être durant en disant que le service est en cours de réparation. Là, ça va faire en sorte que vous n'ayez pas à vous casser la tête et dire que, bon, voilà, vous avez géré la gestion d'erreurs. Donc, c'est plutôt bien pratique. Donc, ça a rendu votre microservice résilient. On appelle ça la résilience au niveau du microservice. C'est très important. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si j'appelle ça au niveau de la gateway directement, donc je lance account au niveau de la gateway. Au lieu qu'il va me retourner l'erreur, account services pour account. Qu'est-ce qui se passe? Account services. Service. Oui. Bon, account. Voilà, c'est nickel. Ça marche. Il me retourne la valeur par défaut. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer la configuration que je me dis. Je pense qu'il est important que j'aborde ça directement avec vous et on vous explique un peu à quoi est-ce qu'elle sert. Donc, je vais venir là. Bon, je vais créer un fichier de configuration parce que configurer ça avec application.property est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Créer un nouvel fichier et le faire avec YAML. Je vais mettre application
oui, .yam. Et sachez que vous pouvez avoir plusieurs fichiers de configuration comme ceci là dans votre application. Donc il a reconnu ça directement comme un fichier de configuration des Spring Boot. D'accord? Donc c'est intéressant. La première chose que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer par Resilient 4G, Circuit Breaker, Resilient 4G, d'accord? Et je vais mettre dans Circuit Breaker. Circuit Breaker parce que je vais utiliser ça comme Resilient 4G en tant qu'un Circuit Breaker. Donc je vais donc déclarer mes instances. Voilà ça, instance. Qu'est-ce que l'instance? Quelle est l'instance que j'ai au niveau de mon application? Si vous vous rappelez bien, la méthode qui a permis en sorte que je puisse appeler donc mon microservice customer, c'est cette méthode-ci et j'ai déclaré circuit breaker name. Voici donc l'instance que vous devez déclarer et vous comprenez donc par là que vous pouvez avoir plusieurs instances dans une même application et il doit falloir déclarer ces différentes instances. La raison pour laquelle je suis passé au niveau de cette configuration-ci parce qu'elle est plus facile, d'accord? Parce que ceci là, c'est ce qu'on appelle un tableau et un tableau peut prendre plusieurs valeurs à l'intérieur. Donc au niveau de l'instance, d'accord, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner le nom de mon instance. J'ai donné le nom de mon instance, c'est plutôt nickel. Maintenant, après le nom de mon instance, qu'est-ce que je peux encore donner? Donc je peux donc tester la santé, donc monitorer la santé de mon microservice, d'accord, en utilisant donc register health indicator. D'accord. Et comme j'ai mis ça, je vais mettre à true. Ça veut dire ça va monitorer dans la santé de mon circuit breaker. Je parle de microservice. Ça va monitorer la santé de mon circuit breaker. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux mettre le nombre minimal d'appels. D'accord. Donc, le nombre. Donc, parce que le circuit breaker, il peut recevoir un nombre d'appels avant de commencer à évaluer les erreurs. Donc, je ne veux pas que dès que peut-être Jean ou Paul lance une requête une seule fois, il commence à dire qu'il y a des erreurs. Même si ça génère les erreurs, je veux un nombre minimal qui doit recevoir d'erreurs. Au fait, un nombre minimal d'erreurs qui doit recevoir avant de dire que l'application ou bien le service customer a des problèmes. D'accord? Donc, je vais dire minimum number of call. Je peux mettre ça à 5. Donc, s'il a 5 appels et qu'il y a 5 erreurs, il va considérer donc qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. D'accord. Et maintenant, je peux utiliser et peut aussi faire ce qu'on appelle le failure rate, c'est threshold, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire que si le taux d'erreur dépasse un certain pourcentage, d'accord, le circuit breaker, donc il s'ouvre, il passe en mode open. Donc, si ça dépasse peut-être, le nombre d'erreurs dépasse peut-être 10 ou 20%, il passe en mode open. Donc, je vais dire que j'aurai un failure rate threshold, je vais mettre 10%. D'accord? Parce que le circuit breaker fonctionne en 3 modes. Le mode open, ça veut dire que rien ne passe, c'est ouvert. Rien ne passe. Vous avez le mode close, qui veut dire que ça passe, le service est atteignable, donc reachable. Donc on peut contacter le microservice. Et vous avez le mode half open qui est à moitié ouvert, à moitié fermé. D'accord? Là, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc ça fonctionne exactement comme l'interrupteur. Fermé, l'interrupteur fonctionne en 2 modes, fermé, ouvert. Mais le circuit breaker fonctionne en 3 modes, en 3 états. Fermé, ouvert, moitié ouvert, fermé. Maintenant, je peux définir donc la durée d'attente, que le microservice peut, en fait, la durée d'attente en mode open, qui peut passer pour passer en mode half open. Donc, quand il est en mode open, comme ceci, quelle est la durée qu'il doit faire pour passer en mode half open, moitié ouvert et à moitié fermé? Donc, je vais dire que j'aurai un wait duration in open state. Là, je vais utiliser donc en secondes, parce que vous pouvez utiliser en annonce. Donc, je vais utiliser en secondes. Je vais dire que bon, après 5 secondes, il peut passer en mode half open. D'accord? Et enfin, maintenant, je vais dire que lorsque tu es en état half open là, avec combien d'appels ou bien combien d'appels seront autorisés pour tester si le service est à nouveau fonctionnel. Parce que lorsque le service est en mode half open, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, il peut tenter de faire la requête lui-même pour voir si le service est à jour. Donc, je vais dire permit number, voilà, et le nombre, je peux mettre ça même à 3. Il peut faire des appels 3 fois. Si le service ne répond pas toujours, il va considérer donc que le service est éteint. Maintenant, je vais dire que s'il fait dans les requêtes et que le service est ouvert, il peut automatiquement passer à close. Si le service n'est pas ouvert, il peut automatiquement passer à open. Donc, je vais dire automatic transition from half open enable. Là, je vais mettre
true. Donc, voilà ce que j'ai configuré. Maintenant, pour faire simple, je vais vous dire quoi. Le microservice fonctionne, le Secure Breaker fonctionne à 3 états. D'abord, nous avons l'état open pour dire que quand l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas. Ça veut dire que le microservice est éteint. On ne peut pas atteindre le microservice customer. Donc, si quand on va appeler customer, il ne peut pas. Maintenant, vous avez le mode half open, qui est le mode où le microservice ne parvient pas à joindre un autre microservice, mais après un certain temps, il peut réessayer lui-même, il peut faire ce qu'on appelle le retry, réessayer lui-même pour essayer de joindre un autre microservice. Maintenant, vous avez le mode close qui veut dire que le service est opérationnel. Quand le microservice, quand le microservice a appelé le microservice B et que le microservice B est indisponible, après peut-être 5 appels, il va dire que là, il y a les problèmes. Ce n'est pas seulement un problème de réseau, c'est un problème lié au niveau du service. Maintenant, failure rate threshold, cela veut dire que c'est le nombre de pourcentage d'erreurs qu'il faut avoir pour être vraiment certain que le service ne marche pas. Duration is in open state, ça veut dire que et voilà le nombre de temps qui va passer en mode désolé, voilà. Donc c'est un peu ça comment on peut configurer. Donc je peux revenir là, laisser mon application recharger. Là je vais faire des appels 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, d'accord. Vous voyez que ça me retourne toujours la même chose au même moment parce que ça veut dire que ça marche. Mais je vais redémarrer le service là pour voir comment est-ce que ça marche. Je fais encore l'appel 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que le microservice a fini par démarrer? Oui, il a fini par démarrer. Donc je fais encore l'appel. Vous voyez, il est toujours en mode joueur. Toujours en mode joueur. Alors que techniquement, il devrait déjà m'afficher quelque chose de différent de celui-ci-là. Donc, je vais attendre. Après quelques temps, et je vais essayer de faire la requête. Parce qu'il sait déjà que le service est éteint. Donc, quand je vais faire la requête, il va envoyer ça au niveau du microservice. Il m'envoie la méthode par défaut. D'accord? Donc, quand il est en mode half open, quand je vais faire la requête, il ne va plus transférer ça. Ou bien qu'il est en mode close, il va plus en mode open, il ne va plus transférer la requête au niveau du service parce que c'est que le service est éteint. Il ne va plus envoyer ça au niveau du service customer parce que c'est que le service est éteint. Maintenant, si je relance là et que j'actualise, vous voyez, il n'envoie plus ma requête là-bas alors que j'ai démarré mon microservice. Il n'envoie plus la requête. C'est vraiment merveilleux. D'accord. Si je relance, il n'envoie plus la requête. Ça veut dire que c'est passé en mode open. Il ne va plus envoyer la requête là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour lui prouver que les choses marchent bien? Donc, voilà. Vous voyez, il a envoyé la requête. Il a envoyé la requête. C'est plutôt nickel. Vous voyez, au niveau d'ici, il a pu contacter un seul service. Mais le deuxième service n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais encore? J'actualise. Le service est encore éteint. Oh, c'est vraiment merveilleux. Le service est éteint. Attendez, je vérifie l'état de mon microservice. C'est bon, il a redémarré. Donc, on va attendre un peu. Techniquement, il devrait lancer la requête seul. Les gars, c'est bon maintenant. Après le temps des 10 secondes que nous avons attendu, il commence encore à rediriger les microservices, à diriger les requêtes au niveau du microservice. Donc, quand le microservice est éteint, il passe en mode half open. Il va essayer de faire tout, de faire les requêtes. Si après ces requêtes, ces tentatives, si ça ne marche pas, il passe en mode open. Qu'il est en mode open, il n'envoie plus le microservice ici là.
Il n'envoie plus les requêtes au niveau du microservice. Donc, c'est un peu ça le circuit breaker. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Et si vous laissez au maximum de commentaires, je ferai donc une vidéo sur le monitoring. Et on fera une dernière vidéo maintenant au niveau de la documentation centralisée. Si vous vous rappelez, si vous voyez bien, Swagger est uniquement au niveau des microservices. Donc, on peut faire une documentation qui sera directement liée au niveau de notre gateway. Donc, j'attends beaucoup de commentaires venant de vous. D'ici là, portez-vous bien. Peace.